d'été, cette offre formidable. Attention, chez Bouygues Télécom, ce sont les offres de compète. Smart TV, offrez-vous la fibre et 75 pouces pour 499 €. Rendez-vous vite sur Bouygues Télécom. Paiement en 4 engagement 24 mois à 39,99 € par mois. Personnes selon conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.com. Leclerc. Moi, ça y est, j'ai sorti la table sur la terrasse. Oh la chance. Tous les week-ends. Et j'ai découvert ce profil Origine France. National n'a pour l'instant rien donné, que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie, quelques appels à la cellule spéciale à Nîmes qui centralise les témoignages, mais rien de probant. La piste privilégiée à cette heure-ci reste donc malgré tout celle d'un fugitif qui se terre quelque part dans la montagne, pas très loin de chez lui, une planque prévue à l'avance avec l'eau, les vivres et les munitions nécessaires. C'est en tout cas très clairement une deuxième phase qui a démarré ce matin dans les Cévennes pour les forces d'intervention, avec l'arrivée d'un groupement tactique destiné à bien coordonner les différents escadrons de gendarmerie mobile, les unités départementales, pour tenir les différentes zones où il y a eu des levées de doute ces derniers jours, là où Valentin Marcon est susceptible de pouvoir repasser. Des positions qu'il faut donc à chaque fois tenir avec des dispositifs 24 heures sur 24 confiés ce matin à un gradé de la gendarmerie, d'où la montée en puissance des effectifs qui sont passés désormais à plus de 350 agents. Une nouvelle phase où il va falloir durer dans le temps des jours, peut-être des semaines de traque, d'où le renouvellement de c'était le groupe d'alerte national qui s'était déployé. Cette fois, ce sont des unités de Alors j'ai des chiffres justement du jour. Je ne sais pas si vous avez téléphone portable, sans internet, sans école. Une personnalité forte, un autre patriarche finalement, pour le moins, pétri d'idéaux anticonsuméristes, radicalement écolo, ni zadiste ni MacGyver. On comprend vite qu'il est par ailleurs précisément pour toutes ces raisons recherché par le gouvernement américain. Un jour, il doit fuir avec sa famille, et voilà tous les quatre embarqués dans le pays en road trip, mais qui recèle bien des dangers. Everything's complicated, but there's always Seeing that car is busy from the back. These people aren't from the back. Hang on. Right now, we need to go. We found it. We're gonna get somewhere safe. So long, America. Have a nice day. What did he do? I'm sorry.
personnage principal, c'est Justin Theroux, beau brun barbu, vu dans The Leftovers. Je crois que c'est le neveu du romancier à l'origine de cette histoire. Il apparaît aussi à la production, il porte vraiment l'histoire à l'écran. Laurent Nunez, qu'en avez-vous pensé? Oh, j'étais très déçu par cette série. J'en attendais beaucoup, mais bon, il faut passer ce grand paradoxe d'une série anti-consumériste diffusée par Apple TV et plonger un peu dans la série. Ça m'a beaucoup déçu parce qu'il y a eu un film auparavant en 86 avec Harrison Ford qui était adapté du roman et qui était extrêmement intéressante en ce qu'elle montrait la folie qui croit qu'ailleurs c'est différent. Et ici on a beaucoup plus l'impression d'une sorte de, vous l'avez dit, de road movie incessant. Voilà, un homme en fuite pour d'obscures raisons doit s'enfuir avec toute sa famille et traverser le Mexique pour aller vers la côte des moustiques, comme c'est le titre, Mosquito Coast, et refaire sa vie et essayer de montrer que ses inventions sont loin d'être nulles. On y comprend. Alors, initialement, ça part d'une bonne idée qui est comment dire, la fuite vers un monde qui ne reconnaît pas la valeur qu'on a. Et en fait, très vite, il y a un grand problème dans cette série, c'est que jusqu'à la caricature, on nous cache pourquoi le personnage s'enfuit. Alors ça, c'est un des enjeux, en effet, de suspense. Cette question. Oui. Mais voilà, mais du coup, il fallait traiter avec un tout petit peu plus avec une méthode, j'allais dire. C'est-à-dire que là, sans cesse, tout le monde s'interroge sur pourquoi il fuit, pourquoi on le poursuit, pourquoi les flics, à peu près le FBI, tout le monde est contre lui. Et franchement, à jouer avec ça, on n'a toujours pas la solution. Il faut absolument que ce soit, je sais pas, un Snowden ou un Assange. Parce que sinon, ça va se dégonfler, on va rien comprendre. Donc voilà, moi j'étais un peu déçu, évidemment jamais déçu par les images incroyables, qui sont vraiment très belles, notamment sur le désert, les drôles qui filment, donc forcément on est transporté vraiment, mais je trouve que l'intrigue est vraiment décevante, et puis la famille, on en reparlera, mais extrêmement cliché. Sarah Hiller-Meyer. Je partage totalement cet avis-là. Je trouve que c'est une série qui est très décevante. Et pourtant, elle commence plutôt bien avec un premier épisode, pour rappel, qui montre en fait la famille Fox, qui semble vivre selon des principes survivalistes, écologistes, en recyclant des rebuts, en faisant leur propre potager. Donc il y a ce père de famille qui est aussi un pourfendeur de la société américaine, qui fait des machines qui fonctionnent sans électricité. Ce qu'on voit donc dès le premier épisode, c'est qu'ils prennent la fuite pour le Mexique, parce qu'ils ont le FBI à leur trousse, effectivement sans qu'on sache véritablement pourquoi, mais on imagine bien que c'est d'anciens militants écologistes par exemple. En tout cas, on sait pas, ça pour le coup, on sait pas vraiment pourquoi ils sont. On sait pas vraiment, mais en tout cas, je trouve qu'il y a là une promesse qui est proposée, un thriller politique sur fond de critique sociale, en particulier du système capitaliste, dans tout ce qui produit de misère et de désastre écologique, comme c'est évoqué en quelques répliques par le père dans le premier épisode. Mais cette dimension critique, elle est tout de suite en fait évacuée dès le second épisode, au profit d'une succession effrénée de péripéties, de retournements de situation qui en fait tournent à vide, où on va croiser donc une milice armée à la frontière mexicaine, puis un cartel mexicain et un tueur à gages employé par ce cartel qui traque donc cette famille qui a également le FBI. Et en fait, le problème, c'est que ça serait exactement la même chose si ce père et sa mère de famille avaient volé le fisc, avaient cambriolé une banque ou étaient dealers de cocaïne, puisque la principale intrigue consiste à se demander à chaque épisode si oui ou non ils arriveront à échapper au cartel qui est en fait la plus grande menace qui pèse sur eux. Ce qui fait que le point de départ, le refus de la société américaine, ça devient plus qu'un prétexte pour une série de courses-poursuites qui en fait, à mon avis, masque l'absence de véritables propos du réalisateur, qui finit même, je dirais, par produire l'inverse de ce qu'il voudrait faire, c'est-à-dire qu'il finit par nous convaincre que ces
semble-t-il, ces militants écolos ont beau critiquer la société américaine, cette secte internationale via le FBI, et surtout elle voudra toujours beaucoup mieux que la corruption et la violence mexicaine, puisque c'est que sous cet angle-là qu'est montré le Mexique. Ce qui fait qu'on ne prendra pas nos billets pour Mexico, c'est sûr, à la fin. On peut pas, malheureusement. Non, je vous trouve un peu dur parce que vous allez assez vite en besogne justement sur la nature du personnage principal, qui est quand même l'intérêt, je pense, de la série. C'est-à-dire que militant écologiste radical, on n'en sait rien. En fait, c'est un personnage radical, c'est toujours assez intéressant de filmer la radicalité. On ne sait pas du tout si c'est du radicalisme, c'est-à-dire si c'est vraiment un engagement politique, dans quelles circonstances cet engagement-là s'est fondé, puis s'est développé. On ne sait pas. Ou si c'est juste, et là ça rejoint aussi le film avec Harrison Ford, un personnage complètement fou, et la fin laisse un peu entendre ça, c'est-à-dire un personnage vraiment radical dans le sens de la folie, qui a vraiment une radicalité psychologique, et qui entraîne presque au seuil de la mort à chaque fois sa femme et ses enfants. Et de ce point de vue-là, il y a une vraie tension à l'intérieur du personnage qui nous tient un petit peu éveillés, Laurent Nunez. Oui, c'est vrai qu'on hésite encore. Est-ce que c'est encore un patriarche fou et c'est d'ailleurs c'est beaucoup plus lié cette série à la famille que le film. Il y a à la fois la femme, alors qui est peut-être le seul personnage qui joue très très bien vraiment dedans, qui hésite toujours à croire ou à suivre ou pas son mari. La fille qui, comme visiblement comme toutes les adolescentes, est rebelle, et le fils qui est plus jeune et qui lui adore son père et le croit toujours. Voilà, il y a une sorte comme ça de sauvage et chaotique. C'est l'idée. Le monde rural, tout le tissu qui va autour. Tout le tissu rural. C'est vrai que alors c'est pas facile. Les quelques expériences que je connais sont difficiles. Enfant de sa vie, c'est un peu très vite. Alors, en revanche, là où c'est signifiant, c'est qu'on voit tout de même des néo-ruraux apparaître, des nouveaux paysans apparaître, qui sont d'Amérique, c'est ce qu'on voit justement dans le film. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, comme ça vient d'être dit, on peut compter peut-être sur une seconde saison qui sera peut-être plus riche et plus dense de ce point de vue-là. Parce que là, je trouve que en fait, ça tourne tout simplement à vide et que ça... Cette tension-là du survival, de survivre, c'est quand même très cinématographique, ça fonctionne un peu. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que même si on est comme ça, un peu tenu en haleine,
Pour moi, le fait que ce soit vidé de substance fait que, en fait, on finit par un peu se désintéresser. En tout cas, c'est mon cas de ce qui leur arrive. The Mosquito Coast, en tout cas, est en ligne sur Apple TV. Merci beaucoup à vous, Sarah Miller. Merci Laurent Nunez à la préparation de l'émission. C'est Aïssatou Ndoye, Boris Pinault et Anne Minaudier. À la réalisation, Perry Legras et à la technique. Aujourd'hui, Clara Galivelle. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France. Lundi, vous retrouverez le visage Esther et la grande table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une critique on parlera du cinéma et d'exposition avec entre autres Mandibule, le film de Quentin Dupieux, et l'ouverture de la Fondation Pivot à la Bourse du Commerce de Paris. France Culture. L'esprit d'ouverture. L'Ocean Viking, le navire de sauvetage de SOS Méditerranée, tente de porter secours aux embarcations en détresse. Sur France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer. Quand la tempête fait rage, l'Ocean Viking demande de l'aide pour sauver les migrants ballottés par les flots. Les gardes-côtes libyens, comme le centre de secours italien, font la sourde oreille. Alors, l'équipage se lance dans une course contre la montre désespérée. Grand reportage, franceculture.fr et l'appli Radio France. Entre deux grands intellectuels sur la place de la religion dans le siècle qui s'ouvre. Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Les historiens Sanjay Subramaniam, professeur à UCLA au Collège de France, et Carlo Ginzburg poursuivent à notre micro, dans notre conversation mondiale, le dialogue personnel qu'ils ont entamé depuis longtemps sur les concepts de laïcité et de sécularisation. Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Il est 13h30, vous êtes bien sur France Culture, c'est l'heure de retrouver les pieds sur terre. Aujourd'hui, des citoyens qui changent le monde. Les pieds sur terre, Sonia Krohn. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre quand des choses arrivent. Yasmine Motardjemi a 3 nationalités, iranienne, suédoise et suisse. Son nom signifie celle qui traduit, l'interprète. Ça tombe bien car elle parle au moins 5 langues. Elle est née en Iran, dans une famille de médecins. Elle obtient un doctorat en génie alimentaire à la fameuse université de Lund. Ensuite, elle part travailler en Suisse auprès de la non moins prestigieuse Organisation mondiale de la santé. Là, pendant son mandat, la voici courtisée pendant 2 ans par une multinationale, Nestlé, qui souhaite la recruter, probablement pour utiliser son réseau international et son excellente réputation au sein de l'OMS, se dit-elle aujourd'hui. Elle est séduite par le poste et accepte d'entrer chez Nestlé en 1999. Elle devient directrice de la sécurité alimentaire au niveau mondial. Excellente oratrice, elle donne des conférences dans le monde entier, des cours dans de prestigieuses universités européennes. Elle est couverte d'éloges. Ses évaluations annuelles au sein de l'entreprise Nestlé sont toujours supérieures aux attentes ou même bien au-delà des attentes. Lors du procès qui l'opposera à Nestlé, les psychologues qui expertisent ses compétences ont été critiqués en 2017. Madame Motardjemi est une femme très engagée et droite. Elle donne le meilleur d'elle-même à chaque sollicitation, quelle qu'elle soit, avec un souci évident de satisfaire l'autre. Madame Motardjemi a un sens de responsabilité et un sens du devoir hors du commun. Est-ce en raison de cette droiture, de ce sens moral hors du commun, que Madame Motardjemi va alors suivre un chemin de croix? Lanceuse d'alerte, dit-on aujourd'hui, celle par qui le scandale arrive, qui dit la vérité, que peu veulent entendre. On précisera, avant d'écouter cet entretien, que le groupe Nestlé a décliné toutes les demandes d'interview qui lui ont été faites sur le dossier de Yasmine Motardjemi, au motif que l'affaire était en instruction. Le groupe se limitait à cette déclaration. La sécurité de nos produits sont notre priorité absolue. Aussi, les affirmations de Yasmine Motardjemi sont complètement. En 2010, Yasmine Motardjemi a finalement été licenciée de Nestlé pour avoir refusé une poste dont elle estimait qu'il était un placard, fort bien rémunéré, mais qui constituait, selon elle, une mise à l'écart.
donc son histoire au micro d'Inès Leroux. Nouvel épisode des citoyens qui changent le monde. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. J'avais 7 ans, j'habitais à Shiraz, au sud de l'Iran, et mes parents avaient un très beau jardin. Et quand ils se sont divorcés, donc nous avons déménagé à Téhéran, et j'ai perdu ce jardin, et depuis, j'ai rêvé d'avoir un jardin. Jusqu'à ce que j'ai décidé d'acheter cet appartement au rez-de-chaussée, juste pour le jardin. Mais j'ai attendu 40 ans pour avoir un jardin. Mais finalement, il est devenu aussi le résultat des souffrances financières. Parce que j'entends et j'ai voulu créer un jardin aussi beau que je peux, pour faire un petit peu de contrepoids de la météo. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé le jardin des rêves et des souffrances. Inoubliable, rythmé par de belles rencontres et d'incroyables performances. Musique le public 500 Nestlé, elle est active dans, je sais pas, une centaine de pays, et puis il a toutes sortes de produits allant de l'eau, glace, chocolat, produits infantiles, produits pour les animaux de compagnie, surgelés, produits cuisinés, café, une très grande variété de produits. En décembre 1999, j'ai accepté. Devenir directrice de la sécurité alimentaire, c'est un grand défi. Donc pendant plusieurs mois, je voyage à travers le monde et j'examine les opérations de Nestlé. Qu'est-ce qui se passe dans le centre de développement de produits, dans les usines, pour voir comment dans chaque pays on gère la sécurité alimentaire. La chose que je remarque tout de suite, c'était la culture de l'entreprise. Je fus choquée dès le début qu'il y a une culture de peur. Je me rappelle très bien la première séance, quand on m'a présenté à mes collègues, c'était le silence complet. Personne n'a posé de questions, personne n'osait quoi dire. Cette culture de peur s'est confirmée dans le sens que tout le monde considérait que le PDG de l'époque était comme l'empereur de Chine. Quand il y avait des conférences internes chez Nestlé, tout le monde tremblait devant lui, tout le monde avait peur de poser des questions. Et donc, des fois, on nous encourageait de poser des questions parce que c'était très très mal vu qu'il y avait ce silence. Mais il fallait envoyer la question d'abord à quelqu'un dans l'administration pour qu'il voit si cette question est acceptable ou non. Puis je voyais aussi que mes directeurs, dès qu'il se passait quelque chose, ils étaient toujours très très nerveux. Il y a eu d'autres faits plus tard qui montraient que les gens avaient extrêmement peur de rapporter la vérité à la direction et ils mentaient, ils cachaient les informations. Par exemple, je pense souvent à ce collègue qui avait écrit quelque chose dans le domaine de... Puis je lui dis, mais ce que tu as écrit est faux. Et puis il me répond, ah, je m'en fous tant que je gagne mon salaire. Ou l'autre collègue qui était allé aux États-Unis, il avait visité une usine, il revient et je lui dis, quelle était ton impression? Il a dit, ah oui, mais c'était très mauvais.
j'aurais jamais donné cette nourriture à mes enfants. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fermé l'usine? Est-ce que tu rapportes au directeur? Il me répond, non, en fait, si on doit fermer cette usine. Le directeur le sait, ils le savent tous. Voilà. En 2002, nous recevons 2 plaintes de consommateurs. Leur bébé s'est étouffé avec le biscuit de Nestlé. Leur plainte était très sérieuse et ils avaient dit qu'ils avaient mis leurs doigts dans la gorge du bébé pour sortir le biscuit, ou le bébé est devenu bleu. On a dû retourner le bébé pour faire sortir le biscuit. C'était assez grave pour que les parents prennent le téléphone pour téléphoner à Nestlé et se plaindre et dire que ce produit est dangereux. À l'époque, j'ai voulu arrêter le produit tout de suite. Puis après, notre expert spécifique pour ce genre d'incident m'a dit que de tels incidents peuvent arriver et que ce n'est pas un problème avec le produit. Alors, heureusement, j'ai eu le réflexe de dire, si c'est le cas, je voudrais bien voir tous les plaintes des consommateurs avec ce produit pour l'année 2002, pour m'assurer que ce n'est pas un problème avec le produit. C'était juste avant les vacances de Noël, et après les vacances, quand je reviens, je vois sur mon bureau le plan de consommateurs pour l'année 2002 et janvier 2003. Et il y a maintenant ça fait depuis des années que le biscuit présentait des dangers pour les consommateurs. Zori, Jesús anda. On a changé la farine et il n'y a plus de problème, il n'y a plus de plainte de consommateurs. C'est ce qu'on m'a dit. En 2009, il y a des bébés qui sont morts à cause de ce produit Erta.